Bienvenue à vous, auditeurs, auditrices du podcast Objectif Bac Français. Si vous trouvez ces épisodes utiles et intéressants pour votre préparation et vos révisions, alors rendez-vous sur notre site internet aufonddelaclasse.com. Vous y trouverez ce que vous cherchez, des fiches de méthode, des cours sur les livres au programme, des citations, des plans détaillés, des introductions rédigées et un forum pour poser toutes vos questions et obtenir des réponses en direct. Vous trouverez le lien dans la bio du podcast aufonddelaclasse.com. À très bientôt. Ciao ciao. Bonjour à tous, chers élèves et chers amis du site aufonddelaclasse.com. Dans cet épisode, nous allons nous demander si le personnage le plus intéressant de Juste la fin du monde n'est pas son auteur, Jean-Luc Lagarce. Dans l'épilogue de Juste la fin du monde, le personnage principal, Louis, qui n'a pas révélé son secret, le secret qu'il était venu dire, évoque sa propre mort et son besoin irrésistible de, je cite le texte, « pousser un grand et beau cri, un long et joyeux cri qui résonnerait dans toute la vallée. » Et ce dernier cri, il ne le pousse jamais, puisque la pièce se termine ainsi « Je me remets en route avec seul le bruit de mes pas sur le gravier. Ce sont des oublis comme celui-là que je regretterai. » Voilà, et j'arrête là la citation. Alors on peut se demander, c'est ce qu'on va faire ici, si ça n'est pas Lagarce lui-même qui parle derrière le personnage de Louis, et si sa pièce n'est pas à entendre finalement comme le cri intérieur que Jean-Luc Lagarce, le dramaturge, l'auteur de cette pièce, pousse lui-même, et on pourrait même dire pour lui-même. Alors Lagarce, on sait qu'il se sait lui-même condamné par la maladie au moment où il écrit cette pièce, par le sida, puisqu'il sait qu'il va mourir environ 7 ans avant sa mort, qui intervient en 1995. Et au printemps 1990, au moment où il part pour Berlin et où il va écrire Juste la fin du monde, il sait donc depuis quelques années déjà, au moins 2 ans, qu'il est malade et que cette maladie, étant donné l'état alors du moment des médicaments et des traitements qui sont proposés pour le sida, il se sait condamné. Il sait qu'il va mourir. Il est donc dans la même situation de ce point de vue-là que le personnage de sa pièce, Louis. Et alors qu'il revient de Berlin, où il a passé 3 mois à l'occasion d'une bourse qu'il a eue, le prix Léonard de Vinci, et où il a rédigé le texte de Juste la fin du monde, eh bien à son retour en France, les gens, ses proches, ne comprennent pas bien et n'acceptent pas bien cette pièce. En tout cas, c'est ce qu'on sait d'après un metteur en scène, Michel Raskin, qui écrit cela dans le livret de la Comédie Française où il a créé cette pièce. À ce moment-là, les proches de Jean-Luc Lagarce ne comprennent pas et n'acceptent pas cette pièce, comme si, en fait, ils ne savaient pas eux-mêmes ce qui se passait, un petit peu comme ce que vit le personnage de Louis. Et pour cette raison-là et pour d'autres, la dimension autobiographique de cette pièce est vraiment évidente, et il est clair que pour le spectateur ou la spectatrice qui le comprend, ça rend cette pièce extrêmement émouvante. Peut-être encore plus que s'il n'était question que d'un personnage fictif, celui de Louis. Et on peut dire que c'est un projet très personnel de l'auteur, que cette pièce est un projet qui trouve son origine dans des moments vécus, une crise qu'il a connue à l'été 1983 et dont il parle dans son journal, et puis plus globalement des relations très tendues entretenues avec sa famille, et puis bien sûr ce que je disais avant, c'est-à-dire sa maladie tenue secrète. Alors, pour illustrer et justifier un petit peu ça, je vous propose de lire quelques extraits de son journal intime. Notamment un premier extrait qui est daté du jeudi 11 février 1988, donc on est 2 ans à peu près avant la rédaction de cette pièce, et où il écrit ceci. Paris, Edgar Quinet, 13h30. Je vais m'atteler très vite à une pièce courte qui me trottait dans la tête depuis quelque temps. Cela s'appelle « Les adieux ». 5 personnages, la mère, le père, la sœur, le fils et l'ami du fils. Le fils vient, revient. Il va mourir. Il est encore jeune. Il n'a jamais vraiment parlé. Il vient écouter. Il est avec un homme.
Ils passent une journée là à ne pas faire grand-chose. Ils écoutent. La mère parle tout le temps. Éviter le silence. Faire comme si de rien n'était. On ne le dit pas, mais on sait que l'on ne se reverra jamais. J'arrête là pour cette citation du journal de Lagarce. Vous voyez que 2 ans avant, le projet, il va changer, parce qu'il n'y a plus de père dans la pièce, mais il est très clair qu'il est déjà bien avancé. Déjà bien avancé parce qu'on va retrouver tout ça et que tous ces éléments-là du journal de Lagarce s'appuie sur des éléments qui sont vraiment vécus par lui. Et je passe à un autre extrait, celui du samedi 23 juillet 1988, donc un petit peu plus tard dans la même année 1988, Paris, 23h35. La nouvelle du jour, de la semaine, du mois, de l'année, etc., comme il était à craindre et à prévoir, à craindre vraiment, je suis séropositif, mais il est probable que vous le savez déjà. Regarde, depuis ce matin, les choses autrement. Probable, je ne sais pas. Être plus solidaire encore, si cela est envisageable. Ne croire à rien, non plus, ne croire à rien. Vivre comme j'imagine que vivent les loups, et toutes ces sortes d'histoires. Ou bien plutôt tricher, continuer de plus belle à tricher, sourire, faire le bel esprit, et taire la menace de la mort, parce que tout de même, comme le dernier sujet, d'un dandysme désinvolte. Dans cet extrait-là, vous voyez Lagarce évoquer sa séropositivité, c'est-à-dire le fait qu'il est positif au sida, au virus du sida, qu'il a fait un test et qu'il s'est révélé positif, et donc qu'il a conscience de cette maladie, qui est une maladie extrêmement grave et de laquelle on meurt. Ici, il est clair que son idée, puisque quand on apprend sa mort, eh bien évidemment c'est un choc extrêmement violent, son idée ici c'est de tricher, comme il dit, c'est-à-dire de faire comme si la mort et la menace de la mort n'étaient pas là. Et il voit ça comme un dandysme, c'est-à-dire une manière de snober, on pourrait dire ça comme ça, le destin, de snober cette menace fatale, terrible, en faisant comme si elle n'était pas là. Et on voit de manière évidente les similitudes qu'il y a avec notre pièce Juste la fin du monde qu'il écrira 2 années après. Et 2 années après, on se retrouve en 1990, donc, et je vous lis un dernier extrait du journal, celui qui est daté du samedi 6 janvier 1990, Paris, Place Blanche, 13h40. Donc, le fils aîné va retrouver sa famille. Il est en train de mourir, c'est ce qu'on sait, et on parle de choses et d'autres. La mère, le père, le fils cadet, la femme du fils cadet, la sœur, le fils aîné donc et l'homme qui vit avec le fils aîné. C'est une pièce sur la famille, le corps et sur l'enfance. Glups. J'arrête là la citation. Vous voyez ici que le projet se précise un peu. Il y a des personnages qui se sont ajoutés, notamment la femme du fils cadet, celle qui va devenir Catherine dans la pièce qui sera écrite quelques mois plus tard. Et puis des personnages vont disparaître, en particulier le père, qui est mort depuis longtemps dans la pièce, et puis l'homme qui vit avec le fils aîné, c'est-à-dire le compagnon, l'amoureux de Louis, en tout cas celui qu'on peut considérer comme ça avec un regard un peu rétrospectif. On voit en tout cas ici 2 grands thèmes qui apparaissent centraux dans la pièce Juste la fin du monde et qui apparaissent centraux aussi dans le journal de Lagarce et dans sa vie intime, celle du vrai Jean-Luc Lagarce et non pas seulement de personnages. L'auteur et son personnage Louis sont tous les 2 confrontés à une maladie mortelle. Lagarce est atteint du sida, comme je vous le disais, tandis que Louis, lui, est atteint d'une maladie qui n'est pas explicitement mentionnée, mais un certain nombre d'indices nous conduisent, on va dire, nous font penser au sida, dans la mesure où certains éléments laissent penser que Louis est homosexuel, et notamment parce qu'il est admis à un moment dans un dialogue avec sa belle-sœur qu'il ne pourra pas avoir d'enfant. Et il est donc, on peut le dire, potentiellement atteint du même virus du sida, si vous considérez le contexte de cette époque-là, qui
un peu évolué aujourd'hui, ce qui est si bien que ceux de votre génération, celle de votre génération ne s'en rendent pas compte. C'est une épidémie, celle du sida, qui a très particulièrement touché dans les années 80-90 les hommes homosexuels. Et donc, pour n'importe quel spectateur ou spectatrice de cette époque-là, il est évident qu'un homme qu'on considère comme homosexuel avec un certain nombre d'indices est malade d'une maladie mortelle dont on a du mal à parler, est atteint du sida. Et donc le rapprochement, il se fait de manière assez évidente entre la maladie de Louis et la maladie réelle, le sida, de Jean-Luc Lagarce. Si vous voulez vous plonger dans cette époque-là et la comprendre un peu, vous pouvez voir des films de cinéma, si vous aimez le cinéma, et notamment un film qui est paru il y a quelques années maintenant, qui s'appelle 120 battements par minute, qui est un film qui a d'ailleurs obtenu un grand nombre de prix, de reconnaissance institutionnelle, un film de Robin Campillo qui est tout à fait émouvant et qui vous plonge vraiment dans cette période-là d'une manière qui est extrêmement forte. Et en tout cas, moi, je ne peux que vous inviter à regarder ce film-là, 120 battements par minute, de Robin Campillo. Autre chose, c'est l'importance de la famille. L'importance de la famille, on doit la prendre en considération en ayant à l'esprit que les parents de Jean-Luc Lagarce, comme ceux de Louis, proviennent d'un milieu ouvrier de l'Est de la France, qui est donc relativement modeste en comparaison de ce que Lagarce a réussi à devenir. C'est-à-dire lui-même un acteur et un dramaturge très renommé, ce qu'il a spontanément, en quelque sorte, éloigné de ses origines modestes, éloigné géographiquement, tout simplement, et puis éloigné aussi parce qu'il a été amené à fréquenter des milieux sociaux et culturels très différents de sa famille. Et on voit dans cette pièce que Louis est celui qui a choisi de s'éloigner de ses origines pour emprunter une autre voie, pour se socialiser dans un milieu social différent. Et il se retrouve lui-même aussi comme l'écrivain, comme l'intellectuel. Et son frère, en particulier Antoine, le lui reproche. Et sa belle-sœur lui en parle et il se retrouve un petit peu comme un étranger dans sa propre famille. Tous ces éléments-là, ils rapprochent le personnage de Louis de la personne réelle de Jean-Luc Lagarce de manière assez évidente. Et donc, on ne peut pas considérer les crises personnelles qu'on trouve dans cette pièce sans avoir à l'esprit celle de Lagarce lui-même. Et considérer que le silence et le cri jamais poussé à la fin, celui dont je vous parlais au tout début de cet épisode, n'est pas d'une certaine manière celui de Jean-Luc Lagarce lui-même, ce qui apporte à cette pièce une dimension peut-être d'autant plus émouvante et extrêmement poignante pour le spectateur, la spectatrice, et on est amené dans ce sens-là vraiment à considérer toute la pièce lui-même comme un cri feutré, mais un cri qui n'en est pas moins extrêmement fort et extrêmement émouvant pour nous tous. Voilà en tout cas ce que je souhaitais partager avec vous sur cette crise personnelle de Lagarce lui-même dans Juste la fin du monde. Vous pouvez retrouver un certain nombre de choses sur le site internet aufonddelaclasse.com. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao ciao. You lay there on the kitchen floor. It seems like